ébloui par non, ce personnage. Et puis aussi, ça pose toute la question, qui est une question complexe qu'on ne pourra pas éclaircir entièrement aujourd'hui, certainement. C'est la question du fait que, et je vais y venir après sur l'autre versant, Oui. c'est la question du fait que déjà avant les années 60 et tout ça, il y avait déjà une Aufklärung malgré tout dans l'obscurité. Tu rapportes 2 fois dans l'ouvrage qu'à cette époque-là, dans les années 40-50, il y avait des milliers d'étudiants québécois qui allaient en France se former. Oui, Plus qu'aujourd'hui. Plus après 60, oui. Plus qu'aujourd'hui, Ah oui. etc. Et donc, c'est intéressant de voir que si l'éclosion de la société québécoise à partir des années 60 a été possible, c'est également qu'on ne partait pas d'un terrain vide. Non, c'est vrai. Il y avait des gens, il y avait déjà des esprits éclairés dans un certain milieu peut-être, mais c'était quand même présent. Et ça, on le voit très clairement, parce qu'il n'y a personne qui l'a enfermé, ce type. Il a pu réfléchir, malgré tout, même s'il a rencontré des obstacles, quand même, il n'était pas muselé. Non. C'est ça qui est... Mais un personnage similaire, non religieux cette fois-là, c'est Jacques Lavigne, qui a aussi mené une œuvre libre en philosophie avec son grand livre sur Saint-Augustin en 1954. Il a rencontré beaucoup de difficultés, mais comme tu dis, il y avait des esprits libres avant 60. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. C'est ça. C'est un point intéressant. Alors, j'apporterai un autre versant, c'est tout autre chose. Non, vas-y. C'est tout autre chose, mais c'est la suite malgré tout. C'est que il y a cette phrase que tu cites et qui est un leitmotiv chez les jésuites, Perinde ad cadaver, obéis comme un cadavre. Alors, on part du Québec où il y avait cette exigence où on te disait obéis comme un cadavre, c'est-à-dire obéis comme quelqu'un qui n'a aucune subjectivité. C'est ça que ça veut dire. Obéir comme un cadavre, ça veut dire obéir comme quelqu'un qui n'a aucune réponse de soi-même, jusqu'à toute autre chose. Et le parcours, l'orbe de ton parcours sur ce plan-là est exceptionnel. Partir d'un milieu où on te disait obéis comme un cadavre, même si dans les faits il s'est passé autre chose, et ensuite il y a une chute vertigineuse dans le Québec des années fin 60-70, l'UQAM, le syndicalisme, le marxisme, je veux dire, il y a toute une série d'oppositions dans le livre qui traversent en fait toute ta vie intellectuelle et même personnelle. Et ça, c'est assez... cette chute vertigineuse en quelques années dans la modernité, et donc tu passes des jésuites à la nouvelle université l'UQAM. L'UQAM, c'est l'université de gauche par excellence du Québec, c'est la Vincennes du Québec, si on veut, ou la Concordia du côté anglophone de Montréal. Mais en fait, c'était ça. Et en plus, c'était des années de tourmente extrêmement fortes. Donc, j'ai tracé une série d'oppositions, si tu veux, qui, dans ton livre, qui sont vraiment très intéressantes et qui t'ont mis devant des choix cornéliens, véritablement. Et tu en parles à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Alors, d'un côté, il y a le platonisme qui t'a formé, déjà avec le père Bourgault, le néoplatonisme, bien évidemment, toute la tradition de la mystique, qui t'intéresse beaucoup et qui continue de t'intéresser encore aujourd'hui. La mystique, la tradition des mystères ou du mystère, bon, il y a les mystères grecs, mais il y a la tradition du mystère, et toutes les problématiques de l'origine qui sont très présentes dans ton travail et dans ta réflexion. La question de l'origine, d'où venons-nous, à quoi nous raccordons-nous, et ça touche aussi la question du cadre immanent chez Taylor, parce que la question que pose Charles Taylor dans la question de immanent frame, c'est justement cette affaire-là. Y a-t-il une transcendance par-delà le cadre immanent dans lequel la société moderne se profile, si on veut? Donc, il y a ça d'un côté. Et puis, de l'autre côté, il y a tout un autre pan de ta vie intellectuelle et de ton implication sociale et politique. C'est, en opposition au platonisme, un certain aristotélisme, notamment très éclairé par les travaux de Hannah Arendt, dont on voit qu'ils t'ont, comment dirais-je, troublé, et intéressé, troublé et remis en question. Tu en parles toi-même, c'est-à-dire Hannah Arendt, la question du politique, de la praxis par opposition à la théoria,
la question de l'investissement politique, le parti pris démocratique qui est très important, dont elle s'inspire chez Aristote, etc. Donc, alors, il y a l'aristotélisme, politique notamment. Il y a toute la philosophie de Hannah Arendt, c'est quand même un penseur très important, Arendt, qui moi, m'éblouit. Il y a aussi tout le rapport à Claude Lévesque, ton collègue, un peu plus âgé que toi, qui lui est un spécialiste de la phénoménologie, s'intéresse à Derrida, c'est un Derridien, Claude Lévesque, je l'ai connu à Montréal à l'époque, c'est un Derridien. Bon, entre le père Bourgault et Derrida, disons qu'il y a un petit écart qui donne à réfléchir, hein, c'est une chose. Il y a Derrida, tu es un lecteur de Derrida, et comment dirais-je, à certains égards un émule, on peut dire, et vraiment très intéressé par lui. Il y a Foucault, il y a Martha Nussbaum, qui est aussi dans cette famille aristotélicienne, héritée proche de Hannah Arendt quand même. Il y a toute la question de l'action sociale dans laquelle tu t'es investi, mais en disant, avec un pied dedans, un pied dehors. J'étais avec eux, ça m'intéressait, je m'y suis intéressé, j'ai contribué, mais en même temps, il y avait peut-être la tâche tournée vers l'origine, la question de l'origine, etc., qu'eux n'avaient peut-être pas de la même manière. C'est peut-être ça aussi qui explique ton profil particulier. Il y avait tout le syndicalisme de l'UQAM, le marxisme, etc. Il y avait Michel Freytag, que je ne sais pas si les gens connaissent ici, mais Michel Freytag, c'est un sociologue proche du mouvement marxiste quand même, et lui-même marxiste assez longtemps, je ne sais pas s'il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Donc vraiment une sorte de, comment dirais-je, un cahier avec deux facettes très 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 différentes. Et toi-même, à un certain moment, tu dis, j'étais au point de schizophrénie. C'est dans le livre. Hein? Oui, oui. Parce que autant il pouvait faire de la mystique et du néoplatonisme le matin, se retrouver dans une réunion houleuse de syndicalistes l'après-midi. Vous voyez ce que je dis? C'est vraiment... Alors, on a vraiment tout le panorama de la vie intellectuelle et tout ce qui a traversé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont connu de tels extrêmes. Donc, je ne sais pas si tu voudrais commenter là-dessus. Oui, c'est sûr que tu te remercies de ta lecture qui est très, très précise et très juste. Moi, je ne veux rien renier. C'est-à-dire que, oui, par exemple, si je n'avais pas quitté la France et si je n'étais pas rentré pour prendre mon poste à l'UQAM, parce que j'avais ce poste avant d'aller étudier en France, il ne faut jamais l'oublier, j'ai commencé à enseigner très tôt. L'UQAM a été fondée, je ne le prévoyais pas, en 69. Moi, j'étais professeur au Collège Sainte-Marie après ma maîtrise. Et j'avais entamé une thèse de doctorat, je ne savais pas où elle allait me mener, mais pour toutes sortes de raisons qui ont à voir avec mon rapport avec mon père, je devais gagner ma vie. Bon. Alors, je me suis trouvé projeté, littéralement, vraiment projeté, dans une turbulence à la fois intellectuelle et sociale qui a été la création de l'Université du Québec. Bien sûr. Alors, les gens de l'UQAM m'ont dit, si tu veux rester avec nous, tu dois terminer ta thèse de doctorat et on va te donner un congé. Alors, je suis parti en France. Pendant ce temps-là, l'université faisait ses choses et ainsi de suite. Si je n'étais pas rentré, d'accord, et c'est le milieu que toi tu as connu aussi, mon ami, si j'étais resté chez M. Hadot, si j'étais resté avec Alain Segond, si j'étais resté avec Philippe Hoffman, toute cette dimension de ma vie n'aurait jamais vu le jour. Ouais. J'aurais été lecteur de Festugière, j'aurais été lecteur, j'aurais été éditeur de Plotin, je ne sais pas ce que j'aurais été, mais c'est ce volet de ma recherche qui aurait été exclusif. Oui. Rien d'autre ne se serait enraciné. Or, je suis rentré. Je suis rentré parce que j'avais une dette envers le Québec. J'adhérais, ça c'est pas mensonger ni hypocrite, hein, j'adhérais au projet populaire, démocratique et laïque du réseau de l'Université du Québec. Et quand la possibilité m'a été donnée à 2 reprises
de quitter l'UQAM pour prendre un poste une fois à l'Université de Montréal et une autre fois dans une université en France, j'ai refusé. Mon lieu, c'était l'UQAM. J'aimais l'UQAM, j'avais mes amis qui étaient là et tout. Mais c'était au prix de ce que tu as dit, c'est-à-dire un écartèlement extraordinaire et par moments très douloureux. Oui. Très douloureux parce que je subissais des pressions de mes amis, appelons-les socialistes, Michel Van Scandel, à qui je rends hommage parce que je l'ai tellement aimé, qui me disait, mais enfin Georges, c'est bien ce que tu fais, mais il faut que tu travailles un peu avec nous aussi. Ces élèves-là, il faut les amener vers la connaissance, mais ils viennent de milieux misérables, il faut faire en sorte que leurs conditions évoluent et tout. Donc je m'en suis occupé. Mais j'ai réussi quand même à protéger un espace de travail. Ça, je le dois à mes amis intellectuels, je le dois à Alain Segond, à qui j'ai une dette mais vraiment énorme, parce que Alain, je l'avais connu bien entendu quand j'étais aux études en France, Alain Segond qui était un helléniste magnifique, un ami commun comme Jean-Marc l'a rappelé, un homme d'une générosité extraordinaire. Tout ce temps, durant toutes ces années qui ont été les années charnières, Alain me soutenait. Il m'envoyait ce qu'il écrivait, il m'envoyait les choses qui paraissaient, il faisait son commentaire du Parménide, il faisait son... Bon, tout ça, il me l'envoyait et il me disait, tiens bon. Et puis il m'a fait écrire, parce qu'il me passait commande. Il disait, il faut que tu me fasses un texte sur ça, etc. Donc, je lui dois énormément. Et puis, à côté de ça, j'avais Klibanski, qui me disait, monsieur Leroux, on vous attend là-dessus, on vous attend là-dessus, et ainsi de suite. Alors, c'est sûr que cette tension-là a laissé des traces en moi, parce qu'elle a touché une partie de ma personnalité qui est mon ambivalence. Je ne le cache pas. Par moments, c'était vraiment douloureux. Tu le décris très, très, très bien. Oui, c'est l'opposition, au fond, entre la vita contemplativa et la vita activa. Absolument, qui est chez Hannah Arendt. Qui est chez Hannah Arendt, absolument. Et M. Klibanski n'aimait pas Hannah Arendt. Il était dans sa classe à Heidelberg. Ils n'avaient pas d'amitié. Lui, il était le bon juif et elle était la mauvaise juive. Bon, c'est un stéréotype qui est bien connu en raison des engagements d'Hannah Arendt. Je ne veux pas revenir là-dessus par la suite, mais quand je lui avais dit que je trouvais qu'Hannah Arendt décrivait magnifiquement le drame du philosophe contemplatif qui tombe dans un trou, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui... Oui, Thalès. Ouais. qui lui fait voir la chose. Il disait, mais monsieur Leroux, c'est précisément ce que vous devez éviter. C'est-à-dire que faites comme moi, en gros. Ça ne lui plaisait pas. Non, c'est ça. Non, mais lui a fait ça toute sa vie. Il a réussi un compromis gigantesque entre une œuvre néo-platonicienne d'historien de la Renaissance et tout. Regardez sa bibliographie. J'ai fait des entretiens avec lui qui sont publiés où j'ai raconté tout ça. Et à côté de ça, un homme, mais il était sur le front du monde totalitaire. Il était en Russie, en Yougoslavie, partout où il y avait les régimes totalitaires. Patočka, quand il l'a défendu, il est allé le rencontrer à Vienne dans les jours qui ont suivi l'envahissement de la Tchécoslovaquie par les chars russes. Et Patočka a raconté qu'il ne savait pas s'il devait serrer la main du représentant philosophe de l'université de Moscou. Et Klibanski s'est porté vers lui pour lui dire, vous devez, l'amitié est au-dessus de tout, quelles que soient les idéologies, vous servez quelque chose. Alors, non, Klibanski, là-dessus, était un modèle, et j'ai aucun doute sur ces questions, malgré que la vie passe tellement vite et on regrette toujours de ne pas avoir parlé correctement avec les maîtres quand on les a devant nous. On ne leur pose pas les bonnes questions. On est dans la vénération, on oublie qu'ils peuvent nous répondre. Et j'ai aucun doute que Klibanski jugeait que cette tension, qui frise la contradiction, tu l'as parfaitement dit, et avait nourri sa vie lui-même. Il n'aurait pas voulu être un philosophe de chambre. Il n'y a rien de mal à être un philosophe de chambre, je tiens à le dire. J'ai plusieurs amis qui sont des penseurs de chambre, qui ne sortent jamais du petit périmètre de leur bureau, qui font des recherches très pointues sur ceci et cela. Je veux en aucune façon les critiquer. Mais ils ne subissent pas cette tension-là. Et donc, ça ne nourrit pas ce qui pourrait devenir leur projet politique ou social et même culturel.
Mais le côté très positif de la chose, c'est que ça t'a quand même permis, comme tu le disais à l'instant, une ouverture d'esprit peu commune. Il n'y a pas beaucoup de gens parmi les platoniciens ou les antiquisants qui, par ailleurs, s'intéressent à Derrida. Souvent, les gens travaillent en vase clos, dans des petites chapelles, etc. Tandis que toi, tu es vraiment un homme... Mais moi, j'ai reconnu chez Derrida très rapidement, très très rapidement, quand j'ai lu son article sur Lévinas de 64, oui. en Violence et métaphysique, Oui. où il décrit ce qu'est un philosophe qui est captif de l'origine, et il montre le platonisme en quelque sorte inconscient qui est au travail chez Lévinas. Je me dis, ah voilà quelqu'un qui comprend exactement ce dont on parle, ce dont il faut se défaire quand on s'approche précisément d'une tradition platonicienne, et qui ose parler, comme Patočka l'avait fait, et qu'il a continué de faire. Derrida a rendu hommage à Patočka sur ce point, d'un platonisme négatif. Oui, c'est ça. Tout de suite, moi, j'ai adopté cette formule-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est familier, mais quand Patočka dit, dans le platonisme, c'est pas l'affirmation de la transcendance qui est importante, c'est le fait qu'elle nous manque. Et donc, cette négativité de la pensée, c'est le moteur de la recherche. Oui, oui. Évidemment, entre la déconstruction déridienne d'un côté et la théologie négative de tradition néo-platonicienne de l'autre, les frontières sont parfois extrêmement floues. Ah oui, il y a beaucoup de passerelles. Et il y a beaucoup de passerelles, et puis Derrida est un lecteur tellement génial. Oui, Derrida a fait un livre qui s'appelle « Sans le nom », où il va à la rencontre précisément de cette théologie négative. Mais moi, je trouve que c'est dans son hommage à Jean-Luc Nancy, qui s'appelle « Le toucher », qui est un ouvrage de phénoménologie pure, que Derrida va le plus à la rencontre de la négativité, précisément mystique. Il était venu à Montréal pour une conférence Derrida lorsque j'étais tout genou. À 71. Oui. Oui, j'étais là. C'est ça, et c'était extraordinaire. Tout à fait. La maîtrise de ce type, c'était quelque chose. Je l'ai bien connu par la suite, j'ai pu parler avec lui souvent. Oui. Et donc, par rapport à ça, donc cette opposition, simplement une remarque comme ça, je trouve que tu es sévère avec toi-même. En ce sens que... J'ai été formé chez les Jésuites. Oui, c'est ça. Tu es sévère avec toi-même parce que tu te flagelles presque en disant « j'en ai pas assez fait, je n'en ai pas assez fait dans la vie pratique, je ne me suis pas assez impliqué, etc. » Et moi, peut-être que c'est le cas, j'en sais rien, mais moi, de mon humble point de vue, je trouve que tu en as beaucoup fait. Et c'est pas pour vouloir te flatter, mais je connais peu d'intellectuels québécois qui aient eu, d'abord l'assistance qui est ici présente le prouve, d'abord tu as une très grande reconnaissance publique, mais tu t'es engagé quand même très sérieusement dans plein de débats importants culturellement et politiquement, etc. Et donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient avoir plus de regrets que toi de ce point de vue-là, me semble-t-il. Les regrets que j'ai, c'est que j'ai connu beaucoup d'échecs. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui s'engagent dans des causes qui sont difficiles. En revanche, j'ai connu aussi la joie de choses qui ont marché. Comme par exemple, enfin, je ne vais pas faire la liste des choses, mais sur l'enseignement collégial de la philosophie, je suis très très content qu'on ait réussi à le protéger après 94, parce qu'il allait tomber. En 94, quand la ministre a enlevé un cours ou 2/3 de cours au cégep, j'en tire une certaine gloire. C'est moi qui ai mobilisé la communauté ici à Québec, d'ailleurs. On a fait une grande réunion sur les plaines d'Abraham avec des tentes et tout. Ça a été une mobilisation gigantesque. Pour faire quoi? Pour dire non, ça passera pas. On garde la philo. On l'a gardé. C'est un exemple. Après, il y a eu, évidemment, je me suis trouvé pris, bien malgré moi, mais une fois qu'on est dedans, il faut l'accepter, dans les dédales de la laïcité scolaire, qui ont été pour moi dramatiques. J'ai raconté ça dans un autre livre, mon livre précédent qui s'appelle « Différence et liberté ». Je ne vais pas revenir là-dessus, mais pourquoi dramatique? Parce que je me suis trouvé confronté par la volonté du gouvernement, qui était
absolument courageuse. Le ministre à l'époque, Jean-Marc Fournier, je n'en reviens pas encore qu'il ait pris la décision qu'il a prise en juin 2005 de déconfessionnaliser le système scolaire québécois. Il le fallait. Ça n'avait pas de sens de continuer comme ça. Mais en même temps, j'ai été très, très, très admiratif qu'il impose un cours de philosophie et de culture religieuse, d'éthique et culture religieuse. Et les contestations qui ont été, tout de suite, qui ont surgi chez les parents catholiques, on peut les comprendre, dans les milieux nationalistes, et on peut les comprendre, dans les milieux laïcs, on peut les comprendre, qui ont conduit à des procès. Ma femme est ici, je dirais, elle m'en est témoin, je dis qui m'ont gâché la vie, qui m'ont empêché de dormir pendant des années, parce que j'étais témoin expert en cours, j'étais la cible de ça, je le suis encore d'ailleurs. On vient de me signaler un essai d'un prof de cégep, François Doyon, du cégep de Saint-Jérôme, qui m'attaque en même temps que Charles Taylor, comme étant des représentants du Vatican. Mais enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est absolument ridicule. Si nous pensons, Charles et moi et d'autres, et toi sans doute aussi, que la culture religieuse doit être connue, c'est parce que on ne demande pas qu'on adhère, on demande que les référents fondamentaux de l'Occident soient transmis. Si nous les laissons couler et disparaître, ils couleront pour toujours. Il sera trop tard, dans 20 ans, pour les ranimer. Hein? J'ai des étudiants, moi, qui demandent si le judaïsme c'est avant le christianisme ou pas. Mais réveillez-vous, il faut faire quelque chose. Hein? Que peut comprendre à la culture d'aujourd'hui un élève qui ne sait pas la différence entre chiisme et sunnisme? Ben, il faut enseigner un minimum. Enfin, je m'emporte là, c'est pas bon. Donc l'implication pratique, on la voit quand même. Elle existe. Mais ça a été pour moi, ça a été un gros défi. Oui. De 2005 à 2015, pratiquement, 10 ans de travail. Mais je ne regrette rien. Oui. Ça a été extraordinaire, extraordinaire. On a peut-être encore un peu de temps de poursuivre cet entretien, si vous en avez encore un peu la patience. J'aurais voulu aborder un autre point, complètement différent, qui est aussi quelque chose qui parcourt l'ouvrage. C'est la question du français. La question du français, la question de la philosophie dans la langue, et la question aussi de la philosophie québécoise, à laquelle tu t'es beaucoup intéressé. Tu connais vraiment très très bien une quantité incroyable d'auteurs québécois, de penseurs, d'essayistes, etc., etc. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et au fond, quand on regarde ton intérêt pour Platon, ton intérêt pour Derrida, ton intérêt pour Foucault, etc., il y a un truc qui ressort très 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 clairement, c'est la langue. Le fait de philosopher dans la langue, le fait que ces gens-là sont des belles plumes, sont de grands écrivains, et c'est ce que tu regrettes un petit peu chez Aristote, parce que comme on n'a que des traités plus techniques, si on veut, ce n'est pas un phrasé extraordinaire toujours, même s'il y a des passages, évidemment. Mais ça, je ne sais pas si on pourrait peut-être en dire quelques mots, la question parce que tu t'inquiètes en disant que va-t-il se passer, parce que Michel Foucault, par exemple, c'est pas juste une pensée critique, ce n'est pas simplement un acteur politique, c'est une certaine langue. Évidemment, quand on lit les mots et les choses, ou quand on lit l'histoire de la folie à l'âge classique, on est ébloui. Vraiment, c'est la langue de Descartes. C'est extraordinaire. C'est la maîtrise de la langue de Foucault, c'est exceptionnel. Bon, Derrida, c'est un autre style, mais c'est très puissant aussi. À sa manière, le jeu sur le langage sans arrêt, c'est vraiment frappant. Bon, Platon, le plus grand écrivain, comme on disait, hein, Platon, le plus grand écrivain, c'est le plus grand inventeur de personnages avant Balzac, c'est Platon. Capable de camper une scène en quelques lignes, etc. C'est un auteur palpitant, véritablement. Et puis, bon, tu mentionnes aussi Descartes, Bergson aussi, une plume extraordinaire. Merleau-Ponty, et tout ça, il y en a plusieurs. Et donc, cette philosophie dans la langue, à travers une langue, tu aperçois là un vrai problème si ça doit disparaître. C'est-à-dire qu'on ne philosophe plus que dans un anglais, une sorte de koiné, un anglais très moyen, etc. Et
Et tu t'inquiètes aussi du fait, ça c'est un point quand même, j'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure, c'est que dans les années 60, 70, il y avait des milliers d'étudiants à Paris. La France, Paris était un centre de rayonnement intellectuel incomparable. Et aujourd'hui, on a moins l'impression que c'est le cas. Et donc, on se demande quel est l'avenir de cette réflexion à travers une langue riche. Est-ce qu'elle va pouvoir se maintenir? Donc, je te laisse peut-être dire quelques mots là-dessus. J'ai eu la chance de rencontrer en classe de belles lettres un autre jésuite à qui je rends hommage aussi, qui s'appelait André Paquet, et qui m'a donné un conseil que j'ai toujours suivi, que je suis encore, et que j'ai souvent relayé auprès de mes étudiants. Ce conseil, c'est de recopier à la main, dans des cahiers, dans une série de cahiers, des passages de prose, et en particulier de prose philosophique, que nous admirons, que j'admire. Alors j'en ai des dizaines et des centaines. Alors, à quoi sert la langue? Eh bien sûr, la phrase de Heidegger me semble la plus belle. Quand Heidegger dit « la langue n'est pas un vêtement indifférent de la pensée ». On ne peut pas la changer. On ne peut pas dire « je m'habille en anglais, je m'habille en français ». En gros, ça va être encore moins. Non. Et je donne des exemples, et je sais que tu y es sensible dans ton domaine qui est en gros le mien, de philosophes italiens, de philosophes espagnols, qui ont le courage aujourd'hui de penser dans leur langue. Agamben, par exemple, ou Maria Zambrano, ou je ne sais pas qui. Bon, alors, ce qui me désespère, me désespère, littéralement, c'est quand je reçois des invitations pour des activités qui ont lieu à Montréal, dans nos départements, qui n'ont lieu qu'en anglais. Alors, peut-être que c'est la lingua franca aujourd'hui, c'est le latin d'aujourd'hui, oui. C'est indubitable, d'accord? Mais à quel prix allons-nous payer pour ça sur le plan de la force de la pensée? Je ne peux pas le dire. J'ai l'âge que j'ai, Jean-Marc, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai le droit de déplorer, puisque, en un sens, je m'en vais. C'est-à-dire, je quitte cette scène. Et donc, mais je peux dire, je m'en reconnais le devoir, que je n'aime rien tant que la langue française. Mais je l'aime à un point que c'est pas possible. Ça m'a été légué. Quand je suis en France, j'essaie de la respirer le plus possible. Et ici, avec mes étudiants, c'est la même chose. Ça a toujours été le cas. Penser en français. Aller vers les penseurs qui parlent en français. Il y a 2 jours, je t'ai envoyé quelque chose que tu n'as probablement pas eu le temps de lire. Un compte-rendu que je viens de faire en anglais. Mais bon, le périodique est en anglais, je l'ai fait. D'un livre de David Hunt, un spécialiste de Platon et Plotin. Je fais mon compte-rendu en anglais, je critique le livre, et à la fin, je regarde sa bibliographie et ses notes. Pas un ouvrage en français, rien. Pas un article, rien. Toute l'érudition néoplatonicienne française, dont tu es un des meilleurs représentants, permette-moi de te rendre la politesse. Tes livres sur le néoplatonisme grec sont parmi les plus beaux qui aient été écrits, et en particulier celui que tu as fait sur Lévinas, sur la tradition néoplatonicienne. Ben, ce monsieur, que je ne connais pas, il n'a même pas lu, il aurait pu au moins le noter, le livre de Jean-Marie Charrue, qui est, c'est pas que ce soit un chef-d'œuvre, mais c'est en français le meilleur livre sur Plotin, lecteur de Platon, publié aux Belles Lettres. Ils recommencent à zéro. Ils font tout à zéro. Alors, il y a une indifférence à la langue française qui dénonce précisément cette chute de capital culturel de la culture française. Oui. Rares sont ceux qui l'apprennent, la langue, dans les universités. Et nos étudiants, tu te demandes... Bon, moi, j'ai siégé au Centre interuniversitaire de coopération franco-québécoise. Pour ça, justement, à l'époque. Parce qu'on était beaucoup d'étudiants à Paris. Il y avait 2000 étudiants, il y avait une association, il y avait une revue, il y avait plein de choses. Aujourd'hui, s'il y a 200 étudiants québécois en France, c'est beau.
Et nous avons à côté de ça des milliers d'étudiants français dans nos universités qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'apprendre l'anglais. Et donc, ils le disent effrontément à la télé. J'en ai entendu je ne sais pas combien dire ça. Je suis tellement content d'être à Montréal. Vous savez, on peut faire nos études en langue française, mais on apprend l'anglais. Mais écoutez, tant mieux pour vous, mais pas avoir plus de fierté de la langue que vous parlez, ne pas reconnaître l'héritage cartésien, ne pas reconnaître... Ça me semble absolument inacceptable et révoltant. Est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire, mais c'est un combat que je mène. Je ne peux pas en dire plus. Bon, écoute, il y a d'autres aspects évidemment qu'on aurait pu aborder. Il y en a plusieurs, mais ça donne quand même une petite idée. Je crois, ce qu'on a peut-être mentionné, une petite idée de la richesse de l'ouvrage. J'ai beaucoup aimé aussi la fin du livre, la réflexion sur... Ah oui, merci. Sur la musique. La musique et aussi la réflexion sur l'intellectuel résistant. Oui. Et les références à Foucault par rapport à ça, qui est un grand modèle pour toi, et Foucault et Derrida, parce qu'on mesure mal le courage de ces gens-là. Oui. Ce sont des gens qui se sont vraiment mobilisés et tout ça. Oui. Et j'ai bien connu Foucault, mais je n'ai jamais été proche de lui. Oui. Je l'ai connu parce que, tu le sais, quand il était devenu célèbre, il n'aimait pas la célébrité. C'est-à-dire qu'il était constamment dérangé, on l'abordait dans la rue, et ainsi de suite. Et il était proche de M. Hadot, qu'on a eu tous les deux comme professeur. Et M. Hadot lui avait dit, si vous cherchez un endroit tranquille pour travailler, je vais vous le fournir. C'est la bibliothèque du couvent des Dominicains du Sauchoir sur la rue Saint-Jacques. Alors, il se trouve que Foucault écrivait à ce moment-là ses grands livres sur la confession, sur l'aveu. C'était avant qu'il commence ses cours sur Platon, qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Les quatre derniers cours de sa vie, c'est incroyable qu'il ait écrit ça, alors qu'il était déjà si malade. Mais bon, alors, c'est dans ces circonstances-là, moi, que je l'ai rencontré à plusieurs reprises, avec le père Safré, même avec Alain Segond, mais j'étais pas proche de lui. C'est pas le cas pour Derrida, parce que Derrida, j'ai été proche de lui. On a fait beaucoup de choses ensemble, on a beaucoup d'actions communes pour la philo. Il aimait beaucoup le Québec. Il y venait le plus souvent possible. Il était très proche de beaucoup d'interlocuteurs québécois, surtout chez les littéraires, avec de grands amis. Et c'est à une Québécoise, ma grande amie Ginette Michaud, à qui je rends hommage dans le livre, qu'il a confié le soin d'éditer le cahier de Lerne qui lui est consacré. Ginette est professeure de langue et littérature française à l'Université de Montréal. C'est deux géants, c'est sûr. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture de cet ouvrage, extrêmement riche. Je vous le recommande très sincèrement. Vous avez beaucoup à apprendre. Il y a plein de choses que moi j'ignorais et plein de choses que tu as faites dont je n'avais aucune idée. Vraiment, je crois que tu peux être fier de ton parcours, tout enclin que tu sois à te critiquer toi-même. Alors, je vous remercie beaucoup.